Nuit. La mer est noire comme du charbon de forge. Les vagues frappent les flancs de bois, et au loin, rien d'autre que l'abîme, ni lune, ni étoile. Seul le bruit du vent et le râle de 20 hommes, figés dans l'attente de l'aube. Ils ignorent où se trouve la côte, mais continuent de ramer. Pourquoi? Parce qu'il y a 1000 ans, les Vikings savaient voir ce qui est caché à l'œil ordinaire. Et c'est ce don qui leur a permis de traverser l'Atlantique Nord, sans boussole ni carte. Mais quel était leur véritable secret? La chance, l'instinct ou quelque chose de plus? La réponse se trouve plus profondément qu'il n'y paraît. Les historiens écrivent que les premières navigations scandinaves en haute mer ont commencé à la fin du 8e siècle, lorsque leurs longs navires, les dracars, ont pour la première fois dépassé les limites de la Baltique. Selon les sources, ils ont atteint les côtes de la Grande-Bretagne, puis de l'Islande, du Groenland et même de l'Amérique, bien avant Colomb. Des découvertes archéologiques telles que le site de L'Anse-aux-Meadows à Terre-Neuve confirment qu'ils y sont effectivement parvenus. Les longs navires mentionnés par les chroniqueurs étaient appelés dracars, du mot dragon. La proue du navire se terminait par l'image sculptée d'une bête, comme prête à déchirer la tempête. Pour les Vikings, ce n'était pas un simple ornement, c'était un symbole de protection et de force. Imagine comment, dans le brouillard gris du nord, apparaît la silhouette d'une telle bête, un dragon de bois, transportant ses guerriers silencieux sur les eaux froides. Mais comment ces navigateurs osaient-ils entreprendre des voyages à travers l'océan, où même les oiseaux perdaient leur direction? Car ils n'avaient pas de boussole magnétique, elle n'apparaîtrait en Europe que plusieurs siècles plus tard. Ils se fiaient à 3 instruments secrets, la lumière, l'ombre et la mémoire. Chacun d'eux pouvait être un salut ou une perdition. Et ce sont eux qui transformaient l'océan illimité en une carte lisible. Le chemin vers cet art commençait bien avant le départ. On apprenait aux jeunes marins à voir non pas simplement la mer, mais les signes cachés dans son souffle. Comme un chasseur expérimenté lit la trace d'une bête, ainsi le Viking lisait le ciel et l'eau. Leur navigation n'était pas une science, elle était une foi. Une foi en ce que la nature parle à l'homme, s'il sait écouter. Les archéologues ont trouvé dans les sépultures de navigateurs des pierres avec des inclusions transparentes caractéristiques. Le spat d'Islande. Ce n'est pas un ornement, mais un ancien instrument, capable de montrer le chemin même sous les nuages. Nous en parlerons plus tard. En attendant, imagine la mer du Nord à l'aube du 9e siècle. Le froid mord la peau, les doigts se crispent à cause du sel, mais dans la poitrine, un feu ardent. Le feu de ceux qui vont là où personne n'est encore allé. Parce que pour les Vikings, la mer n'est pas une menace, c'est un défi. Et seul celui qui l'accepte pourra se nommer un véritable guerrier. Car, comme l'écrivaient les anciennes sagas, celui qui ne voit pas la côte se voit lui-même. Et c'est précisément de là que commence l'histoire de leur grande traversée. Un chemin où chaque hobe décide du destin de tout l'équipage. Avant de quitter leur fjord natal, les Vikings devaient apprendre à voir le monde non pas avec les yeux, mais avec les sensations. Quand la mer cachait l'horizon et que le ciel se fondait avec l'eau, seul survivait celui qui faisait confiance aux signes. Chaque expédition commençait par l'observation du soleil et des vents. Les anciens, aux cheveux gris, au visage creusé par le sel, enseignaient aux jeunes guerriers comment lire le ciel. Ils ne se contentaient pas de mémoriser les points cardinaux, ils ressentaient le souffle du soleil. Les sources anciennes mentionnent que les Vikings utilisaient un instrument particulier, que les historiens nommeraient plus tard la pierre solaire. C'était le spat d'Islande, un cristal de calcite, trouvé dans plusieurs sépultures des 9e, 10e siècles. Sa force résidait dans sa capacité à réfracter les rayons du soleil, même à travers les nuages. Quand le soleil était caché, le marin tournait le cristal jusqu'à voir une double luminescence. L'une d'elles indiquait la véritable position de l'astre. C'est ainsi qu'il trouvait la direction quand le ciel et la mer devenaient un seul miroir gris. Les guerriers appelaient ce moment la voie de la lumière. Le spat d'Islande était leur boussole secrète, une pierre à travers laquelle le soleil parlait à l'homme. Imagine comment un marin, debout sur le pont sous une pluie cinglante, lève vers le ciel la pierre transparente et y voit 2 reflets fantomatiques, l'un faux, l'autre vrai. Il fallait choisir le bon, sinon le navire partirait dans une tempête éternelle.
Cette seconde décidait de la vie de 20 hommes. Des archéologues de l'université de Copenhague ont effectivement trouvé au fond de la Manche un fragment d'un tel cristal à côté des vestiges d'un navire du XVIe siècle. Plus tardif, mais montrant que la technologie a perduré pendant des siècles. Les historiens estiment que les Vikings la connaissaient bien avant l'apparition de la boussole en Europe. Ce fait renforce la légende selon laquelle leur navigation n'était pas le fruit du hasard, mais un système créé sur la base d'observations de générations. Mais la pierre solaire n'était qu'un des 3 secrets. Le deuxième, l'ombre. Le matin, avant de quitter le port, le barreur plaçait une cheville en bois au centre d'une planche sur laquelle étaient gravées des divisions. Une planche solaire rudimentaire. Lorsque le soleil se levait, il notait la longueur et la direction de l'ombre pour se souvenir de l'angle sous lequel il se déplaçait ce jour-là. À bord du Drakkar, il répétait cette mesure et comprenait si le navire déviait de sa route. Cet appareil était appelé les cadrans solaires du navigateur. Un moyen simple, mais précis, de s'orienter en mer sans carte. Le monde sensoriel du Viking était extrêmement aiguisé. Il déterminait la distance jusqu'à la côte d'après la couleur de l'eau. Plus la nuance était sombre, plus la mer était profonde. Il savait que l'odeur de la vase humide signifiait la proximité d'une île et que les nuées de mouettes ne tournaient qu'où il y avait de la terre. Pour lui, le ciel était une page sur laquelle les dieux écrivaient des indices. Ce n'était pas de la religion, mais de l'expérience. La survie exigeait de lire la nature comme un livre. La ration des marins était simple et calculée pour de longs mois. Poissons séchés, galettes d'avoine, bière aigre qui ne se gâtait pas en chemin. Une personne ne mangeait pas plus d'un demi-kilogramme de nourriture par jour. L'eau était remplacée par de l'hydromel. Il tuait les microbes et donnait de la force. Chaque kilogramme de poids superflu pouvait coûter la vie. C'est pourquoi tout ce qui n'était pas vital était laissé à terre. Même les armes étaient limitées. Seulement une épée, un bouclier et un couteau. Le reste, pour le combat de l'esprit et non de l'acier. Avant le départ, le navire subissait un rituel de dédicace à la mer. Une torche était allumée à la proue et une goutte de sang d'un taureau sacrificiel était jetée à l'eau, un ancien symbole d'alliance avec l'océan. Non par superstition, mais pour une assurance intérieure. La mer acceptera ou rejettera. Chaque Viking comprenait que l'océan n'était pas un ennemi, mais une épreuve. Qui a peur est déjà mort. Et voici, l'aube. Le froid coupe le souffle, le silence règne à bord. Le barreur lève la main, et les rameurs commencent à sortir lentement le Drakkar du fjord. Devant, un chemin de milliers de kilomètres, vers l'Islande, puis vers la terre où le soleil se couche derrière l'océan. Ils ne savent pas où elle se trouve, mais croient pouvoir la trouver, car ils sentent la direction non pas avec des instruments, mais avec leur peau. Là où nous cherchons une carte, ils voient le motif du vent. De la côte ne reste que les cris des mouettes et une trace dans l'écume, tout le reste, brouillard et inconnu. Mais c'est précisément dans cet inconnu que naquit la grandeur des navigateurs du Nord, car chaque coup de rame les rapprochait non seulement d'une nouvelle terre, mais aussi d'un mystère que personne ne pouvait expliquer avec des mots. Lorsque les rames du Drakkar entrèrent dans l'eau glacée, le silence fut rompu par un long grincement de bois, un son qui faisait frissonner les marins. C'était le moment où la Terre cessait d'exister. À partir de cet instant, tout dépendait du vent, de la force des bras et de la connaissance des signes célestes. Aucune côte n'était visible, mais le barreur savait. Si le soleil se levait à gauche, alors le cap était bon. Si les rayons ne se reflétaient pas, comme le matin, la mort était déjà proche. Les Vikings appelaient le navigateur principal le styrimazr, celui qui tient le cap. Il se tenait à la barre, scrutant l'horizon où la brume blanchâtre cachait le soleil. Cet homme devait posséder une intuition particulière, la capacité de sentir la direction d'après le mouvement des vagues. Chaque vague avait son propre rythme, et le styrimazr savait comment le vent de l'Atlantique brisait leurs motifs. Même les yeux fermés, il pouvait dire où le navire se dirigeait. C'était un don qu'on ne pouvait apprendre, seulement vivre. La première épreuve survenait le 3e jour. La mer de l'Atlantique Nord est imprévisible. Le calme se transformait en chaos bouillonnant en quelques minutes. La chronique raconte que les navires vikings pouvaient rester à flot par des vagues de plus de 3 mètres. Leur secret résidait dans la construction de la coque.
Le drakkar avait des flancs incurvés et des joints flexibles, enduits de graisse animale et de goudron. Lorsque d'autres navires se brisaient, le navire viking se pliait avec la vague. Les fouilles archéologiques du drakkar d'Oseberg et de Gokstad ont confirmé. Cette construction était révolutionnaire pour son époque. Il ne se déplaçait pas seulement de jour. La nuit, ils maintenaient le cap grâce aux étoiles, et c'est alors que leur troisième secret entrait en jeu, la mémoire. Les marins expérimentés connaissaient la carte du ciel étoilé par cœur. Ils distinguaient non seulement l'étoile polaire, mais aussi des dizaines d'autres constellations. Pour eux, la petite ours n'était pas un simple dessin, c'était le chemin du retour. Le ciel leur servait de seule carte, et chaque aube, une vérification pour s'assurer qu'ils ne s'étaient pas trompés de chemin. Les historiens notent que les sagas scandinaves mentionnent souvent les lumières nocturnes, des étoiles d'après lesquelles les navigateurs déterminaient la latitude. Il s'agissait peut-être d'une forme précoce de navigation astronomique, apparue bien avant l'invention du sextant. Et si la pierre solaire indiquait la direction le jour, la nuit, la mémoire maintenait le cap. Une erreur de quelques degrés seulement signifiait que le navire s'en irait vers le néant, dans le vide infini. Pendant ce temps, la vie continuait sur le pont. Les hommes se réchauffaient les mains près du brasero, mangeaient du poisson froid, se taisaient. Les Vikings parlaient rarement en chemin. On pensait qu'une voix forte appelait la tempête. Seul le vent avait le droit de parler. Parfois, quelqu'un fredonnait doucement des vers de l'Éda poétique pour éloigner la peur de l'esprit. Car la peur était l'ennemi principal. Elle faisait voir la côte là où elle n'existait pas. Vers le soir du 4e jour, le ciel se couvrit de nuages bas et le soleil disparut. Alors le barreur sortit de son sac la pierre de lumière. Il la tourna dans différentes directions et trouva une faible lueur, perçant les nuages. « Le soleil est là, dit-il, et les guerriers continuèrent de ramer. » Les archéologues pensent que c'est ainsi qu'a eu lieu la première utilisation de la pierre solaire en mer, non comme de la magie, mais comme un instrument précis, exigeant expérience et confiance en sa propre intuition. Quand la nuit s'épaississait, le styrimadre plongeait sa main dans l'eau. Il en sentait la température et savait. Si l'eau se réchauffait, cela signifiait que le courant menait vers le sud. Si elle se refroidissait, vers le nord. C'est ainsi qu'il se fiait au grand courant, le Gulf Stream, qui apporte la chaleur le long des côtes de la Norvège. Personne ne connaissait son nom, mais chacun en sentait la force. Ce n'était pas une science, mais une intuition transformée en navigation. Les jours passaient. Les rameurs perdaient leur force, la peau se crevassait à cause du sel, mais la foi demeurait dans leur poitrine. Ils savaient que lorsque les mouettes réapparaîtraient, la terre serait proche. Des centaines de kilomètres sans le moindre repère, seulement la lumière, l'ombre et la mémoire. Et pourtant, c'est à ces trois forces qu'ils faisaient davantage confiance qu'à eux-mêmes. Quand d'autres peuples restaient sur le rivage, craignant les tempêtes, les Vikings foulaient déjà les crêtes des vagues. Et chaque nouvelle tempête les rapprochait de l'horizon, où pour la première fois depuis de nombreux siècles, l'homme voyait de nouvelles terres, naissant du brouillard. La tempête est arrivée soudainement. L'air devint lourd, comme si l'océan lui-même avait retenu son souffle. Puis le ciel se déchira, en grondement, comme si le fer pliait sous les coups des dieux. Les vagues s'élevaient plus haut que le mât, l'eau se déversait par-dessus bord, et le drakkar frissonnait, telle une créature vivante. Les guerriers écopaient l'eau avec leurs casques, s'accrochaient au cordage, et le styrimadre, debout à la barre, ne quittait pas des yeux la ligne d'horizon, où les éclairs traçaient le chemin du destin. Les Vikings appelaient de telles tempêtes du terme « seidre des vents », le souffle des esprits de la mer. Pour eux, la tempête n'était pas un ennemi, mais une épreuve envoyée par les dieux pour sonder le cœur de l'homme. Les chroniques racontent qu'en de tels instants, le barreur murmurait parfois d'anciennes formules, non pas des incantations, mais des vers rythmiques, aidant à maintenir la respiration et l'équilibre. Ce n'était pas de la peur, mais une concentration quand l'homme fusionne avec le navire, et le navire avec la vague. Pendant la tempête, la navigation perdait son sens, le soleil disparaissait,
Les étoiles s'éteignaient. Alors les Vikings s'orientaient d'après la direction de l'écume sur les crêtes des vagues et d'après le vol des pétrels. Les oiseaux ne s'éloignent pas beaucoup de la terre ferme, ce qui signifie que quelque part à proximité, il y a de la terre. Parfois, le barreur ordonnait de jeter un poteau en bois à l'eau, observant comment il était emporté par le courant. Même ce petit geste pouvait leur rendre le cap, si tout le reste faisait défaut. Les recherches archéologiques montrent que la longueur d'un drakkar standard atteignait 25 mètres et que l'équipage se composait de 35 hommes. Chacun connaissait sa place. Les rameurs, le timonier, le guetteur au mât. Quand le vent brisait la voile, ils agissaient comme un organisme unique, avec la vitesse de l'éclair, sans un mot. Ce n'était pas de la discipline, mais un instinct développé au fil des siècles. Un seul faux pas et le navire chavirerait. C'est pourquoi les Vikings s'entraînaient même sur terre ferme. Ils levaient le mât, comme pendant une tempête. Ils arrosaient le pont d'eau pour sentir le glissement sous leurs pieds. La nuit, pendant la tempête, était semblable à la mort. Le hurlement du vent, le craquement du bois, les cris, tout se fondait en une symphonie infinie de chaos. Mais quelque part entre les vagues, le styrimavre remarqua une lumière, une lueur pâle sur l'eau. C'était un phénomène que les océanographes modernes appellent la bioluminescence, des organismes microscopiques s'illuminant au mouvement du navire. Pour les Vikings, c'était un signe. Ils croyaient que les dieux leur envoyaient les feux de la mer pour leur montrer le chemin. Et en effet, à l'aube, les nuages se dispersèrent, et à travers la brume apparut un nouvel horizon. Le soleil se leva à l'arrière, ce qui signifiait qu'il s'était trop déplacé vers le sud. Alors le barreur sortit la pierre solaire et la tourna vers le ciel. Un rayon de lumière traversa le cristal et se posa sur le pont. L'angle du reflet lui indiqua le cap devait être changé vers le nord-ouest. Un seul mouvement de barre et toute la flottille vira, retournant à la trajectoire souhaitée. Ce moment, la combinaison de l'intuition, de l'observation et de l'instrument, devint le symbole de toute la navigation nordique. Une alliance entre l'homme et la nature, où l'erreur équivaut à la perte. Quand la tempête se calma enfin, la mer devint calme, comme un miroir. Les hommes se turent. Dans l'air flottait l'odeur de la résine et du bois mouillé, et sur les visages, une fatigue confinant à la vénération. Chacun comprenait qu'il avait survécu non grâce à la force, mais grâce au savoir. Ce savoir qui se transmettait non par les livres, mais par le souffle. Du vieux barreur au jeune rameur. Il était dans leur sang, dans leur capacité à lire le monde. Les chercheurs modernes confirment. Le trajet de la Norvège à l'Islande prenait environ une semaine par beau temps, mais les Vikings pouvaient naviguer plus longtemps si les tempêtes les déviaient de leur route. Ils parcouraient une distance d'environ 1000 kilomètres, en se fiant uniquement aux repères naturels. Aucun autre peuple de cette époque n'effectuait de telles traversées en pleine mer. Ce n'était pas un simple voyage maritime, c'était un acte de volonté, où chaque mètre d'eau était conquis par le courage et la patience. Quand un arc-en-ciel apparaissait au-dessus de la mer, les hommes savaient, la tempête était derrière eux. Mais devant eux subsistait un nouveau danger invisible, un brouillard épais, capable d'effacer les frontières entre le ciel et la mer. Et alors les trois secrets, la lumière, l'ombre et la mémoire, devaient s'unir pour les mener là où personne n'avait encore mis les pieds. Car au-delà de l'horizon les attendait une terre dont ils n'avaient encore entendu parler que dans les légendes. Au 7e jour de navigation, le drakkar avançait lentement à travers un épais brouillard. L'air était imprégné de sel, l'eau semblait visqueuse, comme si la nature elle-même retenait le navire. Les gens parlaient à voix basse. Le brouillard était considéré comme la frontière entre les mondes, où l'on pouvait entendre les voix des marins décédés. Mais c'est précisément ici que se jouait le destin de toute l'expédition. Une erreur d'un seul jour, et le navire s'en irait dans le vide de l'Atlantique, d'où personne n'était jamais revenu. Au milieu de cet abîme laiteux, le barreur sortit de nouveau sa pierre de lumière. Le spate solaire ne brillait pas, il rayonnait doucement, comme le souffle d'une étoile à travers les nuages. Le styrimader le tenait devant ses yeux, le faisant tourner lentement, jusqu'à ce qu'il capte une ligne de reflet fine, presque invisible.
Par là, prononça-t-il à peine audiblement. Et tous crurent. La foi en la direction remplaçait la boussole, et la certitude dans le cœur, les cartes. Les Vikings savaient, le doute dans le chemin est plus dangereux que n'importe quelle tempête. Les historiens notent que de telles méthodes de navigation lumineuse exigeaient une immense expérience. Un léger écart d'1 degré lors de la traversée de la Norvège au Groenland pouvait augmenter le trajet de centaines de kilomètres. Mais ils étaient entraînés pendant des années. Dès l'enfance, les jeunes apprenaient à observer le ciel, le reflet de la lumière dans l'eau, à écouter le bruit du ressac. C'était une école d'observation vivante. Non pas une science écrite, mais une navigation gravée dans la mémoire des générations. Le 8e jour, le soleil perça enfin les nuages. La mer devint calme, presque un miroir. Alors, le styrimadre ordonna de hisser la voile. Le tissu blanc aux coutures écarlates se gonfla devant, et le drakkar alla plus vite que jamais. Les gens se mirent à parler de nouveau. Quelqu'un se rappela l'odeur de la terre, humide, chaude, qu'ils n'avaient pas sentie depuis une semaine. Cette odeur était sacrée pour eux. Elle signifiait que la vie avait vaincu la mer. Bientôt, des oiseaux apparurent dans le ciel. D'abord isolés, puis des volées entières. Ils volaient bas, vers l'ouest. Pour un marin expérimenté, c'était le signe le plus sûr. La terre était proche. Les guerriers commencèrent à se lever, tendant le cou, scrutant l'horizon. Et soudain, l'un d'eux cria. À la limite de l'eau et du ciel, comme sculptée dans la pierre, apparut une ligne sombre. La terre. Les gens se levèrent d'un bond, levèrent leurs boucliers et crièrent si fort que même le vent se tut un instant. Ils l'avaient trouvée, l'Islande, puis le Groenland et au-delà, celle qu'ils appelleraient plus tard Vinland, la terre des vignes. Les fouilles archéologiques confirment, le site de Lansomédose à Terre-Neuve est daté d'environ 1000 ans après Jésus-Christ. Cela signifie que les Vikings ont effectivement traversé l'océan Atlantique 500 ans avant Colomb. Ils l'ont fait sans boussole, sans connaître les longitudes et les latitudes, guidés uniquement par la nature et leur propre sens. Là où le marin moderne s'appuie sur des instruments, il se fiait à leurs yeux, leurs mains et leur cœur. Quand le navire entra dans les eaux côtières, les hommes virent une bande de terre verdâtre, recouverte d'herbes et de buissons. Après 7 jours en mer, cette couleur semblait un miracle. Ils se jetèrent à l'eau, sentant le sable sous leurs pieds, ferme, vivant, réel. La mer derrière eux semblait un rêve. Et alors le styrimadre s'agenouilla, posa la pierre solaire sur le sol et dit « La lumière nous a guidés ». Ce moment s'inscrivit dans la mémoire de leur peuple comme la preuve que l'homme peut conquérir l'océan s'il sait écouter la nature. Les historiens modernes écrivent que l'orientation infaillible des Vikings étonnait même leurs ennemis. Les chroniques anglo-saxonnes les appellent « des hommes qui connaissent le chemin sans étoiles ». Peut-être est-ce précisément cette sensation, voir là où les autres sont aveugles, qui en a fait un mythe. Mais derrière le mythe se tenait une réalité, des heures infinies d'observation, la mémoire des générations et un ardent désir d'aller de l'avant, même quand rien n'était visible. Au soir, lorsque le soleil toucha la mer, les Vikings allumèrent un feu sur le rivage de la nouvelle terre. Le feu crépitait, et dans ses reflets, le cristal de spate solaire s'illuminait d'une dernière lumière. Il n'était plus nécessaire. Désormais s'étendait devant eux la terre qu'ils avaient trouvée eux-mêmes, sans guide, sans carte, seulement par la mémoire et la lumière. Et quelque part au fond de leur âme, chacun comprenait. C'est précisément en cela que résidait leur victoire. Ils avaient prouvé que la navigation n'est pas un instrument, mais la force de l'esprit humain, capable de lire la nature elle-même. La flamme du feu vacillait sous le vent, se reflétant dans les rivets de bronze des casques. Les Vikings étaient assis en silence, fatigués, salés, mais vivants. Devant eux s'étendait une nouvelle terre, et derrière eux, l'océan, qu'ils avaient réussi à vaincre sans boussole, sans carte, sans l'aide des dieux. Seule la lumière, l'ombre et la mémoire les avaient guidés à travers l'obscurité, et maintenant ces 3 forces faisaient partie de leur légende.
Les découvertes archéologiques de L'Anse aux Meadows ont prouvé. Ils ont effectivement foulé les rives de l'Amérique du Nord, non pour la gloire, mais pour la recherche des limites du possible. Leur navigation est devenue un pont entre l'instinct et la science. Les navigateurs modernes confirment, les méthodes utilisées par les Vikings sont étonnamment précises, même selon les normes de l'astronomie actuelle. Dans leurs simples pierres et leurs cadrans solaires, la naissance de toute la cartographie maritime. La pierre solaire, les cadrans solaires et la mémoire, 3 instruments, mais derrière chacun se tenait un homme prêt à croire ses yeux quand le monde est brumeux. Cet art ne se transmettait pas par les livres, il vivait dans les corps, dans les habitudes, dans la respiration. La mer était leur maîtresse, et cette leçon dura des siècles. Quand le Drakkar quittait le rivage, chacun savait, il est possible que tous ne reviennent pas. Mais il fallait quand même avancer. Car leur chemin n'était pas qu'une simple navigation, c'était une preuve de la volonté humaine, capable de transformer le chaos de l'océan en chemin. Maintenant, un millénaire plus tard, nous regardons ces anciens navires dans les musées, les pierres de lumière dans les vitrines, et nous nous posons la question, pourrions-nous aujourd'hui traverser l'océan en nous fiant uniquement au ciel et à notre propre intuition ? Que reste-t-il en nous de ceux qui sentaient le monde sans instruments ? Les Vikings sont partis, mais leur navigation est restée en chacun de ceux qui cherchent un chemin à travers l'obscurité. Car même aujourd'hui, quand il y a une tempête infinie tout autour, seul celui qui se souvient de la lumière trouve la côte.